Et l'invité ce matin, Clémence Guettet, députée du Val-de-Marne et vice-présidente du groupe LFI à l'Assemblée nationale. Bonjour Clémence Guettet. Bonjour. Retraite, budget, vie chère, des remboursements pour les arrêts de travail par visio, l'énergie, les éoliennes, Julien Bayou qui dénonce une instrumentalisation politique, mais aussi le combat des femmes en Iran ou encore la victoire de Mélanie en Italie. Autant de questions que nous allons essayer d'aborder. Commençons donc par les finances, parce que tout le monde s'en préoccupe avec des fins de mois difficiles. Elisabeth Borne a présenté hier les grandes lignes du budget avec le maintien du bouclier tarifaire sur l'énergie. Selon Bruno Le Maire, personne n'est oublié dans ce budget avec des aides ciblées. Quelle est votre perception ? Alors c'est un budget qu'on nous vend comme un budget de protection des Français et des Françaises. Il va y avoir une crise inflationniste qui se poursuit avec des hausses qui vont pouvoir aller jusqu'à 15%. Les gens vont être étranglés au niveau du portefeuille et dans leur vie quotidienne. Ils le sont déjà et ça va pas s'arranger. Au mois de janvier, ce sera encore pire quand certaines mesures arriveront à échéance. Je crois que les seuls qui sont protégés dans ce budget, ce sont les profiteurs de crise, parce que c'est cette occasion aussi, le budget, discuter de comment on récupère de l'argent et comment on introduit un peu de justice sociale dans un tel budget. On nous dit on ne pourra pas financer de dépenses supplémentaires qui ne seraient pas financées à l'euro près. On a de quoi trouver des milliards. Ce sont les grands groupes qui s'en sont mis plein les poches depuis quelques années et qui font des milliards de dividendes. Alors elle a dit, Elisabeth Borne, qu'elle allait regarder... oui, peut-être, que c'était peut-être intéressant, qu'elle allait s'interroger. Les laboratoires pharmaceutiques, par exemple. Alors, qu'est-ce que vous proposez, en fait, à ce niveau-là ? Nous, on propose une taxe sur les super profits. Mon collègue Manuel Bompard fait une mission d'information là-dessus, d'ailleurs. Ça se fait dans plusieurs pays européens, l'Espagne, l'Italie, l'Angleterre. Le secrétaire général des Nations Unies l'a préconisé. Je veux dire, si Madame Borne, notre première ministre, découvre aujourd'hui que ça serait possible de trouver des milliards qui sont, je veux dire, c'est une injustice fondamentale. On vient de parler des Français qui se serrent la ceinture, qui n'en peuvent plus. Il y a des grands groupes qui se font pendant ce temps-là, franchement, un pognon de dingue, quoi. Voilà, c'est le moment d'employer cette expression. Et donc, c'est ces milliards-là qu'il faut aller chercher pour ensuite, je sais pas, investir par exemple dans l'éducation nationale. Clémence Guettet, qu'est-ce qui bloque ? Je pense que c'est idéologique. Je pense que c'est un système de pensée qui leur font penser que c'est une nécessité de fonctionner comme ça dans ce carcan capitaliste. Oui, voilà. Ou est-ce qu'on ne se dit pas aussi que par ailleurs, si on attaque les grands groupes, ils ne seront plus solides pour se défendre sur la scène internationale ? Mais c'est faux, c'est complètement faux. Si jamais d'autres pays européens le font, c'est que la solution économique, elle est trouvable, elle est possible. Et je veux dire, ce sont de grands groupes qui disent eux-mêmes qu'ils ont fait du profit. Je veux dire, il faut absolument passer à plus de justice sur le plan social, parce que sinon là, ça va craquer. J'en profite peut-être pour dire que nous organisons une marche. Alors, le 16 octobre. Voilà, c'est ça. Contre la vie chère. Contre la vie chère, contre l'injustice climatique, parce que ce sont deux piliers qui marchent ensemble. C'est un monde qu'on ne supporte plus dans l'état dans lequel il est. Et donc, on invite les gens à venir marcher à Paris avec nous pour dire stop, en fait. C'est pas possible d'aller plus loin. Je lirai d'ailleurs ce sujet, peut-être on en parle juste après, mais à la question de la réforme des retraites. Oui, on va en parler. C'est aussi dans le budget. Mais alors, juste sur puisque cette marche contre la vie chère le 16 octobre, quelles sont les solutions que vous proposez ? Parce que c'est une marche aussi pour dénoncer, bien sûr, les choses, mais aussi pour proposer à côté, quoi. C'est quoi ? Alors, vous avez parlé des super profits à l'instant, il y a d'autres choses sur la table, potentiellement ? Bien sûr, oui, ça fait des mois qu'on propose des solutions qui sont des solutions qui sont faciles à mettre en œuvre. Évidemment, je vous ai parlé de la taxe sur les super profits, ça c'est pour récupérer de l'argent. Et puis ensuite, on peut penser à bloquer les prix des produits. Voilà, les gens ne peuvent plus se payer de l'huile, de la farine. Voilà, il faut bloquer les prix des produits de première nécessité. Vous avez fait une liste déjà de Alors, on avait beaucoup travaillé sur la question, sur l'alimentation, mais c'est possible de le faire aussi sur l'énergie. Les grands groupes, et les énergéticiens, c'est eux qui s'en sont mis plein les poches, beaucoup. Sur l'énergie, c'est fait aussi avec aujourd'hui ce bouclier tarifaire, plus les remises à la pompe quand même. Mais c'est fait déjà trop tard. Parce que, je veux dire, les gens ont quand même vécu des pleins à 2 euros, 2,10 euros, etc. pendant une période. Et puis, c'est surtout qu'il y a un moment donné où ça va s'arrêter. C'est des mesures qui sont temporaires. Donc voilà, il faut trouver des mesures structurelles pour faire face à cette crise qu'on connaît. Est-ce que vous êtes déçu que la CGT ne défilera pas avec vous ?
le 16 octobre? Alors déjà, il faudra voir. Je veux dire qu'il y a la marche du 29, la mobilisation, c'est cette semaine, c'est une mobilisation interprofessionnelle qui est importante, menée par les syndicats. Et puis ensuite, il faudra voir le 16, quels syndicats, quelles associations, et j'espère qu'elles seront nombreuses à dire avec nous que là, il faut arrêter et qu'il faut une mobilisation de masse. Ouais. Un mot peut-être, c'est peut-être pas votre spécialité, mais les internes dans les déserts médicaux pendant un an, est-ce que vous êtes d'accord? C'est une proposition du ministre pour faire face justement à ce problème aujourd'hui. Non, c'est pas une bonne solution. Ça fait des années qu'on dit que la question des déserts médicaux est extrêmement préoccupante. Il y a des coins en France où vous pouvez pas trouver un spécialiste et maintenant on en vient à même pas trouver un généraliste. Ouais. Mais c'est pas forcément dans les zones rurales d'ailleurs, c'est aussi dans les villes. Oh, tout à fait, mais malheureusement dans les zones rurales ça se traduit par 1h30 de transport pour aller voir un spécialiste. Donc c'est encore plus compliqué. Et donc non, la solution c'est pas de précariser des jeunes internes en leur rajoutant une année d'études où ils sont sous-payés pour faire du boulot. La solution c'est de revoir les conditions de salariat. Et donc nous on avait des propositions pendant la présidentielle de salarier des médecins, de les faire travailler dans des centres de santé et qu'ils soient payés correctement et que ça puisse donner envie d'aller dans ces zones-là. Oui. Alors venons-en aux réformes de l'assurance chômage et de la retraite. Rien n'est exclu sur la retraite, notamment, ni même à 49.3. Vous êtes prêt à voter une motion de censure ? Bien sûr. C'est absolument inacceptable la façon dont on nous met la pression sur la question budgétaire. On nous dit, si le PLF passe pas, 49.3. Si le PLFSS, donc la question de la réforme des retraites ne passe pas, 49.3. Il y a des voix dissonantes sur cette question de la réforme des retraites. Premièrement, parce que c'est pas une nécessité et que tout le monde le sait. Au sein de la majorité. Notre système des retraites, il fonctionne. Monsieur Bayrou s'est prononcé. Madame Braun-Pivet, la présidente de l'Assemblée nationale, a dit qu'elle était pas très à l'aise avec cette méthode. Et Macron dit, j'ai été élu pour ça, je le ferai, je m'en fous. Sauf que 70% des Français sont opposés à cette réforme des retraites. Il y en a 19% qui disent je me mobiliserai si jamais il y a une réforme des retraites parce qu'on y est attaché. Non, on veut pas bosser jusqu'à 65 ans, que les conditions de santé se dégradent et que ce soit les plus pauvres, in fine, qui payent. Il y en a qui peuvent travailler jusqu'à 65 ans. Ça dépend des métiers. Sauf que quand vous avez un métier pénible, de nuit, il y a un moment, il faut partir. 25% des plus pauvres sont déjà morts à 62 ans dans notre pays. Donc, je refuse que ce soit des chiffres qui augmentent. Et donc on s'opposera à cette réforme des retraites. On s'opposera dans l'Assemblée nationale, on l'a fait il y a 3 ans, on n'a pas peur, on le refera. Et on le fera aussi avec des mobilisations. Et je pense que la marche du 16 octobre dont on parlait est un point d'appui aussi contre cette réforme. Motion de censure, quitte à voter avec le Rassemblement national. Eh bien ça, il faudra en discuter, il faudra qu'on voit, mais je pense que ça serait peu compréhensible qu'on ne s'oppose pas par tous les moyens à cette politique menée par Madame Borne. Clémence Guettet, vous démarrez aujourd'hui une mission flash sur les énergies renouvelables, dont vous êtes la co-rapporteur. Le gouvernement veut mettre le paquet, visiblement, sur le photovoltaïque, sur l'éolien. Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui dénoncent, parce qu'il veut accélérer, qui dénoncent une forme de déni de démocratie où il n'y aura pratiquement pas de possibilité de recours? Alors, c'est pas exactement ça que contient ce projet de loi. Moi, ce que je dénonce d'abord, c'est l'absence de planification. C'est-à-dire que ça fait quand même 5 ans qu'il est aux manettes, Monsieur Macron. On est le seul pays européen qui n'a pas respecté ses objectifs de déploiement des énergies renouvelables. On est très en retard. Et puis là, il y a une crise énergétique et on dit c'est quand même dommage. On aurait peut-être dû penser à améliorer, à investir dans les énergies renouvelables. Donc nous, on est d'accord avec ça. Le truc, c'est qu'il faut le planifier pour que ce soit fait correctement. Et qu'ensuite, les citoyens, ils aient des possibilités de s'exprimer quand il y a un projet qui s'implante à côté de chez eux. Il faut qu'ils puissent y participer. Il faut qu'il y ait de l'éducation aux énergies renouvelables. Donc ça, c'est un sujet qui est plus compliqué à empoigner peut-être que d'apparence. Voilà. Bon, c'est ça. Vous êtes favorable à quoi? On est favorable au 100% renouvelable. 100% renouvelable. Oui, mais vous savez que ça fonctionne aussi par intermittence. Comment fait-on dans ces conditions? Ça dépend des sources. Vous avez vu, l'Allemagne, 3% simplement ce week-end de consommation qui venait des éoliennes parce que c'était par intermittence. Comment on fait dans ces conditions? Vous avez raison de dire que et l'éolien et le solaire, c'est pas continu. Par définition, le vent et la nuit, ça arrive. Et ça repart. Mais le truc, c'est qu'on peut combiner ces différentes formes d'énergie. Il y a par exemple des énergies... Avec le nucléaire? Non. On veut
veut sortir du nucléaire, nous, mais je finis. On peut combiner, par exemple, avec l'énergie des vagues. On peut combiner avec de l'hydraulique, où là aussi, il y a des façons de faire que ce soit continu. Donc, ce qu'il faut penser, c'est le mix énergétique. Et je reviens sur votre incise, le nucléaire. Le nucléaire, pour nous, c'est non. Il faut absolument en sortir. Ça aussi, c'est une énergie intermittente. Et on ne le dit pas beaucoup. Mais il y avait la moitié des réacteurs nucléaires de notre pays qui étaient à l'arrêt cet été, par exemple. Ça ne peut pas fonctionner en continu. Et ça nous rend en plus dépendants d'autres pays. Notre souveraineté énergétique, c'est une question qui est majeure. On le voit en ce moment, je veux dire. Et donc, investir dans le renouvelable, ça nous permettrait de maîtriser aussi ça. C'est nos consommations, nos productions. Mais il ne faut pas mettre tous les œufs dans le même panier. C'est ce qu'on voit, non? Exactement. Peut-être pas que dans les énergies renouvelables, quoi, aussi. Travailler sur les autres pistes, quoi. Avec la technologie qui permet d'aller toujours plus loin et de trouver de nouvelles solutions. Vous pensez à quoi comme autre piste? Non, mais il y a l'hydrogène, voilà, qui est... L'hydrogène vert, c'est une énergie renouvelable. C'est vrai, bien sûr. Mais il se trouve qu'il faut de l'électricité, bien sûr. Il faut de la géothermie, il faut un petit peu de méthanisation. C'est un mix énergétique. Bon, donc vous commencez cette mission flash avec des conclusions qui seront rendues quand? Qui seront rendues début novembre, parce qu'ensuite on examine ce projet de loi. Oui, Clémence Guettet, Julien Bayou dénonce ce matin une instrumentalisation politique avec sa mise en retrait après simplement des accusations relayées par Sandrine Rousseau de problèmes privés en fait avec son ex-compagne. Que pensez-vous? Quel est votre regard sur cette histoire, sur cette affaire? C'est une procédure qui est en cours et qui est interne à Europe Écologie Les Verts. Donc moi, je n'ai pas d'informations là-dessus et je m'abstiendrai de commenter. Ce que je veux dire quand même, c'est que les violences faites aux femmes, les violences sexistes et sexuelles sont inacceptables dans tous les cas. Et que en tant qu'organisation de gauche, je pense à Europe Écologie Les Verts, mais à nous aussi, on n'accepte pas ces violences et on doit dire très fortement aux victimes qu'elles seront entendues au sein de nos organisations et qu'ensuite, une réponse politique sera apportée. Parce que nous ne sommes pas la justice, nous ne sommes pas la police, d'accord. Nous avons des responsabilités politiques et je crois que depuis 2 semaines, et même depuis plus longtemps en réalité aussi, nous montrons que nous sommes responsables sur ces questions et que quand il y a un souci, eh ben on agit. Voilà, on doit prendre une sanction. Sauf que dans le cas de Tahabouaf, vous disiez oui, c'est l'extrême droite qui s'agite quoi. Avant évidemment, il n'y a pas eu de décision politique sur Tahabouaf. Si, bien sûr, mais dans un premier temps, vous disiez que c'était de l'extrême droite. Quand on n'avait aucune information, oui. Dans le cas de Julien Bayou, quand même, c'est une affaire complètement privée et là, il n'y a pas de violence physique a priori. Il y a une dispute, etc. On ne sait pas précisément. On ne sait pas. Mettre tout ça sur la place publique, comme le fait Sandrine Rousseau, est-ce que ce n'est pas terrible? C'est un tribunal médiatique sans que Julien Bayou ne puisse véritablement se défendre. Est-ce que là, on va pas trop loin? À partir du moment où on mettra n'importe quelle affaire sur la place publique, même s'il n'y a rien derrière, tant pis, la personne est condamnée? Ni vous, ni moi, nous savons ce qu'il y a derrière. Voilà, donc c'est ça déjà le principe de base. Ensuite, c'est... on est des organisations politiques. Donc ce qu'on attend de nous, c'est des réactions politiques. La façon de traiter ça, c'est de mettre en place des cellules qui écoutent les femmes victimes et qui prennent ensuite des sanctions éventuelles. Et ben Europe Écologie Les Verts, comme nous, on est doté de ce type de cellules, contrairement à l'ensemble des autres partis politiques dans lesquels il y a des problèmes. Je vous le dis quand même, parce que on a beaucoup parlé de nous. Mais enfin, je veux dire, mais on a parlé aussi des autres à un moment donné aussi, bien sûr. Parce que ces violences, elles sont structurelles, elles touchent tout le monde. C'est pas ni de droite ni de gauche, ça touche tout le monde. Donc il faut réagir par là. Après, est-ce que ces cellules-là, est-ce que tout ça est perfectible? Est-ce qu'on peut faire mieux? Eh ben oui, je crois qu'on peut faire mieux et on le fera. Est-ce que Adrien Quatennens peut rester député? Oui. Je pense qu'il peut rester député. On a eu des premières discussions évidemment au groupe parlementaire. Je pense que sa mise en retrait en tant que coordinateur du premier mouvement politique d'opposition de ce pays, ça n'est pas un fait anodin. C'était un fait nécessaire parce que les violences sont inacceptables, je le redis, et parce que les victimes doivent être entendues. Mais on ne sait pas précisément aussi dans son histoire ce qui s'est passé. On ne connaît pas toute l'histoire. Vous le savez, vous? Non, mais parce que on est... Vous discutez avec Adrien Quatennens? Qu'est-ce qu'il vous dit? Il est dans quel état psychologique, Adrien Quatennens, aujourd'hui? Alors, on discute avec Adrien Quatennens parce que c'est un camarade, mais ça c'est un sujet, j'ai envie de dire, c'est sans doute pas pour ça que vous m'interrogez ce matin. Non. Je crois que ce dont on doit parler, c'est de la question des violences, de manière générale, au-delà des cas individuels.
et de quelle réponse on y apporte. Et ben là, je crois que on peut dire ce qu'on veut, mais la réponse qu'on y a apportée n'a pas été anecdotique, a été importante et a été extrêmement rapide. Oui. Clémence Guettet, il nous reste 1 minute pour une question à propos de l'Iran et ce qui s'est passé avec Mahsa Amini. Dans votre communiqué de soutien aux Iraniennes, vous dites qu'elles doivent disposer librement de leur corps. C'est pas ça, en fait, l'histoire. C'est plutôt par rapport, en fait, au voile, non ? La question, je crois, déjà ces événements, ils sont extrêmement, j'ai envie de dire, émouvants, choquants. Parce que voilà, il y a de la violence qui est énorme. La question qui est en jeu, c'est celle de la dignité d'un peuple, en fait, des femmes en particulier, en Iran, et de la dignité... Qui ne voudraient pas forcément avoir le voile. Voilà, exactement, et qui veulent avoir le droit de choisir, surtout, et ça c'est l'important, et d'un peuple et de la jeunesse qui se mobilise. Donc je crois qu'on a beaucoup de leçons politiques à tirer de ce qui se passe en Iran, et la première chose à faire, c'est de leur apporter notre soutien. Vous avez manifesté samedi dernier ? Non, moi je n'y étais pas samedi, mais évidemment... Pourquoi ? D'habitude, vous allez manifester régulièrement, Clémence Guettet. J'ai pris un jour de repos, j'ai manifesté dimanche avec les jeunes pour le climat, donc voilà. Mais on soutient ces manifestations, et puis par contre on dénonce le fait que, voilà, le gouvernement français, franchement, évitons de réprimer avec des gaz lacrymaux ce type de manifestation, ça a choqué beaucoup de monde, je crois. Merci Clémence Guettet, vice-présidente du groupe LFI à l'Assemblée nationale, qui était l'invitée ce matin de Sud Radio. Merci.